Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je suis ravie donc de vous présenter ma dernière lecture des Filles du Feu, qui est un recueil de nouvelles et de poèmes écrit par Gérard de Nerval, qui est paru en janvier 1854, alors que Nerval était interné dans la clinique du docteur Émile Blanche à Passy. Il se compose donc d'une dédicace à Alexandre Dumas, de 8 nouvelles, Angélique, Sylvie, Chansons et légendes du Valois, Jamie, Octavie, Isis, Corilla et Émilie, et d'un ensemble de 12 sonnets et chimères. Donc nous allons passer à la lecture. Juste avant, je voulais vous donner une petite citation que j'ai bien aimée dans ce livre. J'ai contenu des émotions à briser l'âme. Et je me suis couvert d'un masque souriant. Moi, dont le cœur haleté et brûlé. Voilà, donc nous allons passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Voici les peupliers de l'île et la tombe de Rousseau, vide de ses cendres. Oh, sage, tu nous avais donné le lait des forts et nous étions trop faibles pour qu'il pût nous profiter. Nous avons oublié tes leçons que savaient nos pères et nous avons perdu le sens de ta parole. Dernier écho des sagesses antiques. Pourtant, ne désespérons pas. Et comme tu fis à ton suprême instant, tournons nos yeux vers le soleil. J'ai revu le château, les eaux paisibles qui le bordent, la cascade qui gémit dans les roches et cette chaussée réunissant les deux parties du village, dont 4 colombiers marquent les angles. La pelouse qui s'étend au-delà comme une savane dominée par des coteaux ombreux. La tour de Gabriel se reflète de loin sur les eaux d'un lac factice. Étoilé de fleurs éphémères, l'écume bouillonne, l'insecte bruit. Il faut échapper à l'air perfide qui s'exhale en gagnant les grès poudreux du désert et des landes où la bruyère rose relève le vert des fougères. Que tout cela est solitaire et triste. Le regard enchanté de Sylvie, ses courses folles, ses cris joyeux, donnaient autrefois tant de charme au lieu que je viens de parcourir. C'était encore une enfant sauvage, ses pieds étaient nus, sa peau hâlée malgré son chapeau de paille dont le large ruban flottait pêle-mêle avec ses tresses de cheveux noirs. Nous allions boire du lait à la ferme suisse et l'on me disait « Qu'elle est jolie, ton amoureuse, petit Parisien !» Oh, ce n'est pas alors qu'un paysan aurait dansé avec elle. Elle ne dansait qu'avec moi, une fois par an, à la fête de l'Arc. 10. Le grand frisé. J'ai repris le chemin de Loisy. Tout le monde était réveillé. Sylvie avait une toilette de demoiselle, presque dans le goût de la ville. Elle me fit monter à sa chambre avec toute l'ingénuité d'autrefois. Son œil étincelait toujours dans un sourire plein de charme. Mais l'arc prononcé de ses sourcils lui donnait par instant un air sérieux. La chambre était décorée avec simplicité. Pourtant, les meubles étaient modernes. Une glace à bordure dorée avait remplacé l'antique trumeau, où se voyait un berger d'idylle offrant un nid à une bergère bleue et rose. Le lit à colonnes chastement drapé de vieilles perses à ramages était remplacé par une couchette de noyer, garnie du rideau à la flèche, à la fenêtre, dans la cage où jadis étaient les fauvettes. Et il y avait des canaris. J'étais pressée de sortir de cette chambre où je ne trouvais rien du passé. Vous ne travaillerez point à votre dentelle aujourd'hui, dis-je à Sylvie. Oh, je ne fais plus de dentelle. On n'en demande plus dans le pays. Même à Chantilly, la fabrique est fermée. Que faites-vous donc ? Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est ce que l'on appelle la mécanique.
C'est pour maintenir la peau des gants, afin de les coudre. Ah, vous êtes gantière, Sylvie. Oui, nous travaillons ici pour Dammartin. Cela donne beaucoup dans ce moment. Mais je ne fais rien aujourd'hui. Allons où vous voudrez. Je tournai les yeux vers la route d'Otis, elle secouait la tête. Je compris que la vieille tante n'existait plus. Sylvie appela un petit garçon et lui fit seller un âne. « Je suis encore fatiguée d'hier, dit-elle, mais la promenade me fera du bien. Allons à Chaali. » Et nous voilà traversant la forêt, suivis du petit garçon armé d'une branche. Bientôt Sylvie voulut s'arrêter et je l'embrassai en l'engageant à s'asseoir. La conversation entre nous ne pouvait plus être bien intime. Il fallut lui raconter ma vie à Paris, mes voyages. « Comment peut-on aller si loin ?» dit-elle. « Je m'en étonne en vous revoyant. » « Oh, cela se dit. Et convenez que vous étiez moins jolie autrefois. » Je n'en sais rien. Vous souvenez-vous du temps où nous étions enfants et vous la plus grande? Et vous le plus sage? Oh Sylvie, on nous mettait sur l'âne chacun dans un panier. Et ne nous disions pas vous. Et nous ne nous disions pas vous. Te rappelles-tu que tu m'apprenais à pêcher des écrevisses sous les ponts de la Thève et de la Nonette? Et toi, te souviens-tu de ton frère, de lait, qui t'a un jour retiré de l'eau? Le grand frisé, c'est lui qui m'avait dit qu'on pouvait la passer, Lio. Je me hâtais de changer la conversation. Ce souvenir m'avait vivement rappelé l'époque où je venais dans le pays vêtue d'un petit habit à l'anglaise qui faisait rire les paysans. Sylvie seule me trouvait bien mis, mais je n'osais lui rappeler cette opinion d'un temps si ancien. Je ne sais pourquoi ma pensée se porta sur les habits de noces que nous avions revêtus chez la vieille tante à Otis. Je demandai ce qu'ils étaient devenus. « La bonne tante, dit Sylvie, elle m'avait prêté sa robe pour aller danser au carnaval à Dammartin, il y a de cela 2 ans. L'année d'après, elle est morte, la pauvre tante. » Elle soupirait et pleurait, si bien que je ne pus lui demander par quelles circonstances elle était allée à un bal masqué. Mais grâce à ses talents d'ouvrière, je comprenais assez que Sylvie n'était plus une paysanne. Ses parents seuls étaient restés dans leurs conditions et elle vivait au milieu d'eux comme une fée industrieuse, répandant l'abondance autour d'elle. Chapitre 11, retour. La vue se découvrait au sortir du bois. Nous étions arrivés au bord des étangs de Chaly. Les galeries du cloître, la chapelle aux ogives élancées, la tour féodale et le petit château qui abrita les amours de Henri IV et de Gabrielle se teignaient des rougeurs du soir sur le vert sombre de la forêt. « C'est un paysage de Walter Scott, n'est-ce pas ?» disait Sylvie. « Et qui vous a parlé de Walter Scott ?» lui dis-je. « Vous avez donc bien lu depuis 3 ans. » Moi, je tâche d'oublier les livres. Et ce qui me charme, c'est de revoir avec vous cette vieille abbaye. Où tout petit enfant, nous nous cachions dans les ruines. Vous souvenez-vous, Sylvie, de la peur que vous aviez quand le gardien nous racontait l'histoire des moines rouges? Ne m'en parlez pas. Alors chantez-moi la chanson de la belle fille enlevée au jardin de son père sous le rosier blanc. On ne chante plus cela. Seriez-vous devenue musicienne? Un peu. Sylvie, Sylvie, je suis sûre que vous chantez des airs d'opéra. Pourquoi vous plaindre? Parce que j'aimais les vieux airs et que vous ne saurez plus les chanter. Sylvie modula quelques sons d'un grand air d'opéra moderne. Elle phrasait. Nous avions tourné les étangs voisins. Voici la verte pelouse, entourée de tilleuls et d'ormeaux, où nous avons dansé souvent. J'eus l'amour-propre de définir les vieux murs carlovingiens et déchiffrer les armoiries de la maison d'Est. Et vous, comme vous avez lu
Plus que moi, dit Sylvie. Vous êtes donc un savant ? J'étais piquée de son ton de reproche. J'avais jusque-là cherché l'endroit convenable pour renouveler le moment d'expansion du matin, mais que lui dire après, avec l'accompagnement d'un âne et d'un petit garçon très éveillé, qui prenait plaisir à se rapprocher toujours pour entendre parler un Parisien. Alors j'eus le malheur de raconter l'apparition de Chally. Resté dans mes souvenirs, je menai Sylvie dans la salle même du château où j'avais entendu chanter Adrienne. « Que je vous entende, lui dis-je, que votre voix chérie résonne sous ces voûtes et en chasse l'esprit qui me tourmente, fût-il divin ou bien fatal. » Elle répéta les paroles et le chant après moi. Ange descendait promptement au fond du purgatoire. Ange descendait promptement au fond du purgatoire. C'est bien triste, me dit-elle. C'est sublime. Je crois que c'est du Porpora, avec des vers traduits au XVIe siècle. Je ne sais pas, répondit Sylvie. Nous sommes revenus par la vallée en suivant le chemin de Charles-Pont, que les paysans, peu étymologistes de leur nature, s'obstinent à appeler Chalpont. Sylvie, fatiguée de l'âne, s'appuyait sur mon bras. La route était déserte. J'essayais de parler des choses que j'avais dans le cœur, mais je ne sais pourquoi je ne trouvais que des expressions vulgaires ou bien tout à coup quelques phrases pompeuses de romans que Sylvie pouvait avoir lues. Je m'arrêtais alors avec un goût tout classique et elle s'étonnait parfois de ces effusions interrompues. Arrivé au mur de Sens, il fallait prendre garde à notre marche. On traverse des prairies humides où serpentent les ruisseaux. Qu'est devenue la religieuse ? Dis-je tout d'un coup. Ah, vous êtes terrible avec votre religieuse. Eh bien, cela a mal tourné. Sylvie ne voulut pas m'en dire un mot de plus. Les femmes sentent-elles vraiment que telle ou telle parole passe sur les lèvres sans sortir du cœur ? On ne le croirait pas. À les voir si facilement abusées, à se rendre compte des choix qu'elles font le plus souvent, il y a des hommes qui jouent si bien la comédie de l'amour. Je n'ai jamais pu m'y faire, quoique sachant que certaines acceptent sciemment d'être trompées. D'ailleurs, un amour qui remonte à l'enfance est quelque chose de sacré. Sylvie, que j'avais vue grandir, était pour moi comme une sœur. Je ne pouvais tenter une séduction, une toute autre idée vint traverser mon esprit. À cette heure-ci, me dis-je, je serai au théâtre. Qu'est-ce qu'Aurélie, c'était le nom de l'actrice, doit donc jouer ce soir? Évidemment, le rôle de la princesse dans le drame nouveau, le troisième acte, qu'elle y est touchante. Et dans la scène d'amour du second, avec ce jeune premier tout ridé. « Vous êtes dans vos réflexions ?» dit Sylvie, et elle se mit à chanter. À Darmartin, il y a 3 belles filles. Il y en a une plus belle que le jour. « Ah, méchante !» m'écriai-je. « Vous voyez bien que vous en savez encore des vieilles chansons. » « Si vous veniez plus souvent ici, j'en retrouverai, dit-elle, mais il faut songer au solide. Vous avez vos affaires de Paris, j'ai mon travail. Ne rentrons pas trop tard. Il faut que demain, je sois levée avec le soleil. » Chapitre 12, le père Dodu. J'allais répondre, j'allais tomber à ses pieds, j'allais offrir la maison de mon oncle qu'il m'était possible encore de racheter, car nous étions plusieurs héritiers et cette petite propriété était restée indivise. Mais en ce moment, nous arrivions à Loisy. On nous attendait pour souper. La soupe à l'oignon répandait au loin son parfum patriarcal. Il y avait des voisins invités pour ce lendemain de fête. Je reconnus tout de suite un vieux bûcheron, le père Dodu, qui racontait jadis aux veillées des histoires si comiques ou si terribles. Tour à tour, bergers, messagers, gardes-chasse, pêcheurs, braconniers, même le père Dodu fabriquait à ces moments perdus des coucous et des tournebroches. Des coucous, ok, et des tournebroches. Pendant
pendant longtemps. Il s'était consacré à promener les Anglais dans Ermenonville, en les conduisant au lieu de méditation de Rousseau et en leur racontant ses derniers moments. C'était lui qui avait été le petit garçon que le philosophe employait à classer ses herbes et à qui il donna l'ordre de cueillir les ciguës dont il exprima le suc dans sa tasse de café au lait. L'aubergiste de la Croix d'Or lui contestait ce détail des haines prolongées. On avait longtemps reproché au père Dodu la possession de quelques secrets bien innocents, comme de guérir les vaches avec un verset dit à rebours et le signe de croix figuré du pied gauche. Mais il avait de bonne heure renoncé à ces superstitions, grâce au souvenir, disait-il, des conversations de Jean-Jacques. « Te voilà, petit Parisien, me dit le père Dodu. Tu viens pour débaucher nos filles. » Moi, père Dodu, tu les emmènes dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Père Dodu, c'est vous qui êtes le loup. Je l'ai été tant que j'ai trouvé des brebis. À présent, je ne rencontre plus que des chèvres et qu'elles savent bien se défendre. Mais vous autres, vous êtes des malins à Paris. Jean-Jacques avait bien raison de dire « l'homme se corrompt dans l'air empoisonné des villes ». Père Dodu, vous savez trop bien que l'homme se corrompt partout. Le père Dodu se mit à entonner un air à boire. On voulut en vain l'arrêter à un certain couplet scabreux que tout le monde savait par cœur. Sylvie ne voulut pas chanter, malgré nos prières disant qu'on ne chantait plus à table. J'avais remarqué déjà que l'amoureux de la veille était assis à sa gauche. Il y avait je ne sais quoi dans sa figure ronde, dans ses cheveux ébouriffés qui ne m'étaient pas inconnus. Il se leva et vint derrière ma chaise en disant « Tu ne me reconnais donc pas, Parisien ?» Une bonne femme qui venait de rentrer au dessert après nous avoir servi me dit à l'oreille « Vous ne reconnaissez pas votre frère de lait ?» Sans cet avertissement, j'allais être ridicule. « C'est toi, grand frisé ?» dis-je, « c'est toi le même qui m'a retiré de Lyon ?» Sylvie riait aux éclats de cette reconnaissance, sans compter, disait ce garçon en m'embrassant, que tu avais une belle montre en argent et qu'en revenant, tu étais bien plus inquiet de ta montre que de toi-même parce qu'elle ne marchait plus. Tu disais, la bête est naillée. Ça ne fait plus tic-tac. Qu'est-ce que mon oncle va dire? Une bête dans une montre, dit le père Dodu. Voilà ce qu'on leur fait croire à Paris, aux enfants. Sylvie avait sommeil. Je jugeais que j'étais perdue dans son esprit. Elle remonta à sa chambre et pendant que je l'embrassais, elle dit « À demain, venez nous voir ». Le père Dodu était resté à table avec Sylvain et mon frère de lait. Nous causâmes longtemps autour d'un flacon de ratafia de Louvre. « Les hommes sont égaux », dit le père Dodu, entre deux couplets. « Je bois avec un pâtissier comme je ferais avec un prince. Où est le pâtissier ?» dis-je. Regarde à côté de toi un jeune homme qui a l'ambition de s'établir. Mon frère de lait parut embarrassé. J'avais tout compris. C'était une fatalité qui m'était réservée d'avoir un frère de lait dans un pays illustré par Rousseau. Qui voulait supprimer les nourrices? Le père Dodu m'apprit qu'il était fort question du mariage de Sylvie avec le grand frisé, qui voulait aller former un établissement de pâtisserie à Dammartin. Je n'en demandais pas plus. La voiture de Nanteuil-le-Haudouin me ramena le lendemain à Paris. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ce livre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Avant de vous quitter, je vais vous donner une petite citation. J'ai connu des émotions à briser l'âme. Et je me suis couvert d'un masque souriant. Moi, dont le cœur haletait et brûlait. Bonne soirée à tous, à tout bientôt.